Je vois que ça déroule. Écoutez, je vous propose qu'on démarre. Il est midi 01. On a prévu donc un webinaire d'1 heure. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et merci donc pour votre fidélité et votre présence en nombre. Ce matin, on était près de 580 inscrits. Alors, je ne sais pas si on aura tout le monde finalement de présent aujourd'hui, mais merci pour votre présence et fidélité à ce webinaire Delville Management. Comme vous le savez, donc, on fait plusieurs webinaires tous les mois. Et aujourd'hui, donc, on va aborder un thème qui est rebondir avec le social au cœur des transformations. Alors, quelques mots très rapides sur Delville. On a 10 ans d'existence. Nous avons aujourd'hui 4 bureaux, Londres, Lille, Paris et Lyon, 26 collaborateurs, et on a réalisé en 2019 150 missions, ce qui nous positionne aujourd'hui dans le top 3 des acteurs français du management de transition, avec un réseau aussi en parallèle européen depuis quelques années. Alors aujourd'hui, on est ravis d'accueillir avec nous sur ce plateau webinaire trois amis du Club Delville et de la communauté Delville. Alors Arnaud Marion, que vous connaissez pour certains, qui est un dirigeant de crise et qui a fondé récemment l'Institut des hautes études de gestion de crise et qui vient de sortir le 28 mai dernier un livre qui s'intitule « Partout où je passe, les mêmes erreurs », alors qui sort en e-book et qui sortira donc en format papier à la rentrée en septembre. Jean-Claude Delgen, qui a fondé en 89 le groupe Technologia, qui est l'un des premiers cabinets spécialisés en évaluation et prévention des risques professionnels, et qui récemment aussi, en février dernier, a fait paraître un livre qui s'intitule « Suicide, un cri silencieux ». Et enfin, Bruno Mettling, qui est président fondateur de Topix, une société de conseil en stratégie des transformations, et qui, au-delà d'un livre sur les enseignements de la gestion des crises, va faire paraître quelques 10 podcasts d'ici l'été sur différentes thématiques intitulées « Nouvelle donne ». Et les premiers seront sur des thèmes de crise, de management et de télétravail. Alors, on s'est tous promis au niveau du groupe de tenir le timing pour faire en sorte qu'on puisse vous laisser et nous laisser le temps de répondre à l'ensemble des questions qui seront posées. Et on se donne comme objectif de terminer la présentation, en tout cas l'échange avant les questions, pour 12h40-45. Alors, on peut déjà, donc, Anne-Lise, passer sur la première partie avec Jean-Claude. Et Jean-Claude, donc, qui, comme vous le savez, peut-être pour certains, a fait paraître une étude dans Challenge, France 2 et France Info récemment. Et donc, on a demandé à Jean-Claude de partager avec nous les enseignements de l'étude qui a été réalisée auprès de 2600 élus. Jean-Claude, c'est à toi. Merci Eric, merci à Cabine Delville de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Arnaud et merci à Bruno de partager donc aussi leur savoir et leur sagesse pour cet événement. Pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver parce que on est dans une période extrêmement difficile avec un été qui va être difficile, meurtrier, hein, on peut dire. D'ores et déjà, un certain nombre d'entreprises ont rencontré des difficultés. Un grand nombre s'apprêtent à demander des clauses de sauvegarde, voire à passer par la case des tribunaux de commerce pour déposer le bilan, voire aller vers des liquidations judiciaires. On a une situation où la crise sanitaire se transforme en désastre économique. Et donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est celle des moyens, des pratiques, des méthodes à déployer tous ensemble pour affronter cette crise au mieux,
pour faire en sorte que l'on puisse redresser notre pays, permettre d'avoir une situation économique et une situation sociale qui ne se transforme pas en poudrière politique aussi, puisque, pour le rappeler, on a des échéances à brève échéance, enfin à 2 ans qui sont, qui peuvent être aussi un coup près. Donc, pour ma part, je fais le choix, bien sûr, d'un dialogue social riche entre les différents partenaires au sein de l'entreprise, afin justement de définir les moyens pour redresser, pour avancer, en faisant en sorte que la suppression d'emplois, les licenciements ne soient pas la seule variable retenue pour affronter cette crise qui vient. C'est ça, je dirais, qui m'a motivé dans cette proposition que m'a fait Eric pour participer. L'idée pour moi est de défendre une société d'ouverture, une société où on lance la main ouverte, où on garde la main ouverte pour les autres, une société où on ne sera pas point contre point, une société où, par le dialogue, par la démocratie qui pour moi est la gouvernance des hommes par le dialogue, où on pourra faire en sorte de parvenir à traiter les problèmes qui sont devant nous et qui méritent véritablement, je dirais, à la fois réflexion, mais à la fois engagement des salariés. Je n'en dirai pas plus en introduction. L'étude que nous avons menée est intéressante parce qu'elle permet, en ayant donné la parole à 2600 élus du personnel au plus près du terrain, de voir à la fois des constats et à la fois, je dirais, des aspirations pour préparer l'avenir. Donc, cette étude est la seule qui existe à chaud, il faut le dire les choses comme elles sont. Il y a eu l'étude de la CGT, mais la CGT a donné la parole à ses adhérents. Là, nous avons une approche cosmopolite, où toutes les organismes syndicales ont répondu, avec, je dirais, ça complète la première étude de la CGT, parce qu'on a une véritable réflexion qui a pu se dégager. Alors, l'étude, elle permet d'aller vers globalement 3 grands constats au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau des politiques déployées par les pouvoirs publics. Le premier constat, c'est que nous avons une critique lucide, un peu cruelle, je dirais, de l'impréparation des pouvoirs publics pour affronter cette crise sanitaire, que ce soit avec les masques qui manquent, que ce soit je dirais, la question de la généralisation des tests ou encore la problématique des respirateurs. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, beaucoup a été dit. Deuxième aspect macro, le soutien, je dirais, responsable aux mesures prises par le gouvernement en matière de soutien donc, à la trésorerie des entreprises, la mise en place du chômage partiel, la mise en place des mesures pour permettre la garde des enfants. Troisième aspect au niveau macro, le rejet massif d'un droit social d'exception qui s'installerait dans la durée. Donc, voilà à peu près les 3 constats au niveau macro. Au niveau micro, on a en fait des enseignements qui sont extrêmement intéressants, puisque dans une crise épouvantable, on a pu constater la résilience du dialogue social qui s'est adapté en dépit d'un certain nombre de problèmes, mais qui ont été dépassés par les acteurs du dialogue social. Les DRH ont retrouvé véritablement un espace de respiration au niveau des entreprises. Parfois, ils ont repris véritablement, je dirais, une capacité de leadership. Bon, on voit aussi qu'il y a eu des moments de franche humanité qui se sont manifestés, des moments assez exceptionnels que relate. Nous, on a eu 50 élus au téléphone pour compléter l'étude quantitative et les gens nous ont parlé de ces moments-là vraiment assez exceptionnels. On voit aussi qu'au niveau micro, il y a eu un effet d'apprentissage massif du télétravail, sans que pour autant les gens ne soient pas critiques sur les débordements dus à des demandes professionnelles exagérées ou démesurées, avec une bonne partie des gens qui commençaient à être vraiment en épuisement professionnel. Validation aussi du dispositif de chômage partiel. On a vu qu'il y avait eu des exagérations, des abus, des questions éthiques qui se sont posées. Je ne reviens pas là-dessus. Il y a eu énormément d'émissions et donc, suite à notre étude sur cet aspect-là, et donc, je ne m'appesantis pas là-dessus. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'il y a eu vraiment une responsabilité qui s'est déployée pour, je dirais, l'ensemble des élus du personnel avec la volonté de préserver l'entreprise, de préserver l'emploi. Et ça, c'est ça qu'il faut retenir. Au niveau des craintes et des aspirations, la crainte massive des licenciements qui sont là, qui sont devant nous, 40% des élus nous disent on a peur de vraiment passer par la case
je dirais, plan social. Deuxième aspect, 6% des élus nous disent notre boîte va disparaître, elle est trop fragile, elle rentre dans la crise trop fragile, elle va disparaître. Donc, on a une situation de gravité reconnue par 98% des élus du personnel, avec la volonté, je dirais, de faire en sorte de réfléchir tous ensemble pour éviter une catastrophe économique, enfin une catastrophe sociale qui suivrait une catastrophe économique. Donc, une véritable volonté avec une aspiration au changement, à la fois tant en matière de management qu'en matière d'organisation du travail, avec bien sûr un rejet des mesures d'exception de long terme. Les élus ne veulent pas une prorogation des mesures qui ont été déployées et qui restreindraient d'une manière sur le long terme les règles de protection du Code du travail. Ça, c'est un rejet catégorique à une très, très large majorité. Et on voit effectivement d'ailleurs se lever déjà un certain nombre de critiques sur des mesures imposées, puisque un décret a été imposé, des décrets ont été imposés début mai pour restreindre de manière drastique l'information et la consultation des élus du personnel, qui a été en fait n'a pas été vraiment été suivi, puisque dans grand nombre d'entreprises, au contraire, les directions ont décidé plutôt que de restreindre, d'associer, de faire en sorte que chacun puisse avoir l'information en toute transparence, permettre de faire en sorte d'être dans une logique où chacun peut vraiment comprendre la situation, parce que si on ne parle pas à plusieurs voix dans des situations de crise extrême comme on est, eh bien, on arrive à des situations à la fois de repli, à la fois, je dirais, de mécompréhension, à la fois de critique. On entre dans des faux débats et bien entendu, on ne parvient pas à trouver les minimums nécessaires pour relancer et permettre le réengagement des salariés, permettre, y compris donc par là même, de dégager une véritable dynamique collective porteuse de productivité. Donc, c'est un vrai sujet. Comment faire? Pour moi, le dialogue social n'est pas un obstacle au redressement, c'est la solution du redressement. Pour moi, le dialogue social ne doit pas être compris comme étant, je dirais, quelque chose en plus. C'est au cœur, et c'est l'intitulé d'ailleurs de cette téléconférence, le dialogue social doit être au cœur en associant les représentants du personnel, en associant bien sûr les services de santé au travail pour les questions sanitaires, mais c'est ainsi faisant que nous parviendrons par le dialogue, en prenant des mesures qui nous permettront d'éviter l'extinction des cœurs vivants que sont les entreprises, que nous parviendrons à avancer. Alors, sur les attentes en ce qui concerne l'organisation du travail, on voit que les élus du personnel… Encore 2 minutes, Jean-Claude. Voilà, je terminerai là-dessus. C'est très clair. On a une demande, par exemple, d'être associé très concrètement à la définition des organisations cibles en matière organisationnelle. Comment sera l'entreprise dans quelques mois? Quelle organisation on veut? Est-ce que ça passe ou pas par la case licenciement? On voudrait éviter la case licenciement. Comment on fait pour les reports de charges s'il y a des licenciements? Comment on obtient, je dirais, un nouveau pacte social, une nouvelle donne sociale pour avancer tous ensemble et pour faire en sorte que notre société passe tous ensemble avec une résilience globale, je dirais, le cap actuel. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole, je reviendrai après. Merci à toi. Et tu dis souvent d'ailleurs la main tendue et un dialogue social qui doit être au cœur des transformations et l'humain au cœur des changements. C'est un des sujets qui te tient à cœur. Alors, ce qui me permet de passer maintenant la parole à Arnaud et puis ensuite à Bruno sur leur retour d'expérience de gestion de crise ou des crises. Donc, toi, Arnaud, qui a exercé près de 45 mandats de direction générale et connu pratiquement plus de 300 cas différents, peux-tu nous éclairer sur les quelques retours d'expérience qu'il nous faut avoir en tête aujourd'hui, bien que la crise soit différente, sur la gestion de crise ou des crises? Oui, merci beaucoup Eric et merci d'avoir pris l'initiative d'organiser
cette webconférence et je suis vraiment ravi d'être aux côtés de Jean-Claude et de Bruno. C'est très intéressant cette étude qui vient d'être faite par Technologia et commentée comme ça par Jean-Claude, parce que ça montre qu'en fait, on est face à un véritable traumatisme qui s'analyse comme une véritable catastrophe naturelle en fait, et que finalement, ça concerne tout le monde. Pour une fois et par rapport aux autres crises, et c'est peut-être ce qui différencie cette crise du Covid, c'est que tout le monde est concerné autour, toutes les entreprises sont concernées, mais à l'intérieur d'une entreprise, il n'y a pas cette stigmatisation du dirigeant ou de l'actionnaire qui n'aurait pas joué son rôle ou autre. Ça nous est tous tombé dessus. Et pour l'entreprise, en tant que corps constitué, elle n'est pas la seule à être en crise alors que les autres vont bien. Et je pense que c'est assez important parce que c'est ce qui est difficile à gérer dans la crise, c'est cette stigmatisation. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, ce n'est pas du tout incompatible l'humain au cœur de la gestion des crises et des transformations. Et loin de là, moi j'en fais souvent la force. Souvent, quand j'arrive dans une situation de crise, j'arrive dans une situation où précisément on était en rupture de dialogue social. Vous savez, c'est le manque, comme je le dis et je l'écris dans mon livre, c'est le fait qu'une entreprise ne se transforme pas, n'évolue pas. C'est ça qui crée les crises, c'est ça qui crée ce décalage qu'il y a entre la réalité et la réalité telle qu'elle est perçue par les dirigeants ou les actionnaire. Et donc, je pense qu'effectivement, là, les incompréhensions vont laisser la place à ce que j'appelle le vertige de la réalité. Tout le monde doit faire face. Et tout le monde doit faire face avec, pour une fois, le sentiment qu'il n'y a pas une notion de culpabilité et de responsabilité. C'est peut-être ça qui est la chance dans cette crise. Ça peut permettre effectivement de projeter tout de suite tout le monde dans la réalité objective, hein. On n'est plus dans la réalité virtuelle, mais on est vraiment dans la vérité qui est crue. Moi, un des grands enseignements de cette crise que j'ai pu constater dès le début, c'est que l'entreprise en tant que corps social constitué a tout d'un coup pris une dimension qu'elle avait un peu oubliée et dont on avait oublié qu'elle était importante au cœur d'un écosystème, au cœur d'un territoire, au cœur de la vie économique. Tout d'un coup, on nous a parlé de guerre, mais la guerre détruit l'appareil productif. Là, il n'y avait pas d'appareil productif détruit, c'était tout simplement un appareil productif qu'on a mis en coma artificiel. Et donc, cette entreprise en tant que corps social, ça veut dire que l'entreprise a manqué tout d'un coup aux salariés, même ceux qui, en apparence, sont les plus réticents, les moins motivés dans l'entreprise, parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'évolution, parce qu'ils n'ont pas les formations qu'il leur faut. Et donc, dans les crises, moi, ce que j'ai toujours constaté, c'est que le dialogue social était un accélérateur. Et ce n'est pas des mots, c'est que tout simplement, quand on se met autour d'une table et qu'on explique, il y a de la virulence parfois, il y a de l'incompréhension, il y a de la rancune, il y a de la rancœur, il y a une espèce de tentative de refaire l'histoire avec des si, mais souvent, il faut malheureusement faire le deuil d'une situation passée qui n'existe plus et n'existera plus surtout. C'est-à-dire que le réalisme doit l'emporter. Souvent, et ça peut paraître paradoxal, je me souviens dans cet emblématique dossier Doux, j'ai tout de suite dit, il va falloir qu'on discute de la grille des salaires. On m'a dit, mais c'est paradoxal, on est en train de licencier. Oui, mais il y a ceux qui restent. Souvent, je pense d'ailleurs que les pouvoirs publics y incitent et d'une façon générale, tout l'environnement législatif et réglementaire fait qu'on s'intéresse à ceux qui partent et rarement à ceux qui restent. Et donc souvent, on trouve des moyens financiers pour ceux qui partent et on n'en a jamais pour ceux qui restent. Et c'est souvent comme ça que ça échoue, les transformations ou les reprises. Et c'est là où le social doit être au cœur du rebond, effectivement. Il faut être capable d'expliquer pour faire comprendre et il faut être capable de faire comprendre que c'est une démarche qui est avec et qui n'est pas contre. C'est l'occasion de faire évoluer les mentalités, c'est l'occasion que tout le monde regarde dans la même direction. Et moi, pour terminer là-dessus, chez Doux, eh bien, en pleine période d'observation du redressement judiciaire, ce qui a duré 18 mois, j'ai fait signer des accords de partage de la valeur, d'intéressement et sur la participation. Et on m'a dit, Monsieur Marion, ça ne sert à rien, cette entreprise n'a jamais été rentable.
Et je leur ai répondu, eh bien, c'est bien ça le problème, c'est que si cette entreprise n'est pas rentable, elle ne pourra pas rembourser ses dettes. Nous sommes donc condamnés à l'être et il faudra partager avec vous les fruits de ce travail. Cette crise va être pour nous une obligation de se transformer. Merci, merci Arnaud. Ensemble et pas contre. Bruno, toi qui as dû gérer aussi une crise en arrivant à la sortie de crise, en tout cas à la sortie de crise sociale donc France Télécom, tu veux aussi nous partager ton retour d'expérience avant qu'on puisse avancer sur l'après? Oh oui, bien volontiers. En quelques minutes, d'abord, ravi également d'être avec vous, honoré d'être aux côtés de Jean-Claude et d'Arnaud pour partager nos expériences. Crise, pour moi, c'est deux choses. C'est à la fois des révélateurs, des amplificateurs de déséquilibres qui souvent préexistaient, mais c'est aussi de formidables catalyseurs de solutions. Et donc, je crois que la question qui est posée à tous les participants aujourd'hui, à tous les responsables d'entreprise, c'est comment faire de cette crise terrible et touche tout le monde, mais de manière différenciée quand même, comment faire de cette crise un catalyseur, j'allais dire, de solutions, comment réussir à rebondir. Et là-dessus, de mon expérience de France Télécom, de la capacité autour de Stéphane Richard et avec l'ensemble des collaborateurs de direction syndicale à être passé de la crise la plus grave de l'histoire de France Télécom à une ordre de bataille qui a surmonté, j'allais dire, beaucoup de difficultés depuis et magnifiquement rebondi. Je veux partager avec les participants aujourd'hui les 4 catalyseurs de cette situation de rebond en sortie de crise, encore une fois, qui est une crise très lourde et très grave de l'entreprise. La première, ça a été la capacité, c'est toujours dirigeant incarné, à porter un discours mobilisateur de vérité qui a confiance. On l'a entendu, Alain, avec Arnaud, qui prend des entreprises en situation grave. Je veux dire que Stéphane Richard a très vite mis comme nouveau président de Francom une vision de la capacité à diriger l'entreprise de manière différente et j'allais dire de manière positive et dynamique. Le deuxième catalyseur rebond de la crise, c'est pour moi la qualité du binôme directeur général des RH. Ce n'est pas parce que je suis fondamentalement RH, c'est parce que je pense profondément que le volet humain, selon qu'il est ou pas au cœur de la stratégie d'entreprise, selon qu'il est embarqué ou au contraire qu'il est cantonné de l'urgence en toile de fond, ce fait humain sera absolument déterminant. Donc, la qualité de la relation entre le directeur général et le DRH en sortie de crise sera un autre catalyseur de solutions. Vous savez, j'ai reçu ce mandat formidable au moment de France Télécom de la part de Stéphane et du conseil d'administration de redéfinir un équilibre solide entre performance économique et qualité de vie au travail. C'est comme ça que Stéphane Richard avait défini la feuille de route de l'équipe dirigeante. Alors du coup, on voit bien évidemment qu'on a pu mobiliser des énergies, trouver des solutions qui n'étaient pas à cette situation exceptionnelle, qui ont permis de redresser. Le troisième catalyseur de sortie de crise, c'est la qualité du diagnostic sur lequel est fondée la stratégie de sortie de crise. Vous savez, j'ai des vraies colères souvent rentrer en moi quand je vois en quelques jours, des plans sortir de 3 bureaux, de 3 conseillers, de 3-4 consultants, de 3-4 dirigeants, sans aucun dispositif d'écoute. Cette crise-là, encore plus que les autres, elle appelle évidemment une dimension d'écoute du corps social pour pouvoir redéfinir les conditions du travail ensemble demain. Attention aux comportements moutonniers, court-termistes, qui fleurissent trop souvent en sortie de crise. Et de ce point de vue, je veux le dire, puisqu'il partage avec moi le plateau aujourd'hui, le diagnostic de Technologia, qui a beaucoup gratté dans l'entreprise, qui a beaucoup dérangé, fait par Jean-Claude Dalgène et ses équipes, ont beaucoup aidé à la sortie de crise. Parce que la force de ce témoignage, la force de ce diagnostic, nous a obligés à trouver les solutions. Le quatrième levier, enfin, de la sortie de crise, c'est les partenaires sociaux. Ça, c'est pour moi absolument clé. Ça a été dit, mais c'est vrai. Alors, attention, la qualité du dialogue social se construit rarement pendant la crise, même si elle peut être aménagée. Elle se construit en temps de paix. Mais la qualité du dialogue social, c'est fondamental. Si les partenaires sociaux sont associés, écoutés, les acteurs couronner les échanges, c'est que des équilibres ont été définis. Et les salariés, même s'ils n'adhèrent plus massivement au syndicat, reconnaissent profondément l'importance de l'engagement des actions syndicales pour représenter leur intérêt. Donc, vous savez, c'est pour moi ça les principaux enjeux. C'est le dialogue social. Ça se construit encore une fois en période de paix. Il y a un proverbe dans les pays nordiques que j'aime bien, en été qu'on répare son toit. On l'oublie parfois quand les choses vont bien. Quand la crise arrive, tout d'un coup, on redécouvre les vertus du dialogue social. Attention, ça fait partie des manteaux qui se construisent en situation de crise. Voilà quelques-uns des catalyseurs que je voulais partager avec vous parce que cette crise-là, je voudrais terminer par ça, elle interpelle quand même sur le sujet de la confiance. Évidemment, il y aura une crise possible de bonne dynamique s'il n'y a pas la confiance. La confiance, je souscris 100% à l'adage populaire, elle se construit par goutte, se perd par litre.
Avec la crise du Covid, par exemple, quelques exemples comme ça que je ne peux pas ne pas pointer devant les participants à ce webinaire, beaucoup de jeunes diplômés qui se croyaient à l'abri du chômage ont découvert avec un certain effarement la rapidité, la brutalité avec laquelle ils peuvent se retrouver en chômage partiel. La manière dont ça a été géré laissera ou pas des traces. La présence des dirigeants aux côtés de ceux qui ne pouvaient pas être en télétravail et confinés chez eux parce que leur présence était requise et obligatoire, souvent des cols bleus. La présence des dirigeants, du management à leur côté, fera beaucoup pour demain prévenir le risque de fracture entre col bleu et col blanc si le télétravail devait se développer pour beaucoup se développer. Les postures opportunistes où l'on fait porter à la crise du Covid en occasion des défaillances ou des décisions que chacun savait présentes avant même la crise, ces postures-là se payent très cher quand on veut rétablir la confiance. À l'inverse, la volonté de dirigeants qui le peuvent parce que leur situation économique le permet, confirmant immédiatement que les termes du contrat de travail, notamment la rémunération par exemple, y compris la part variable, restera inchangée puisqu'ils en ont la possibilité et parce que c'est au cœur du contrat de travail, pèsera beaucoup demain dans la confiance. Donc voilà, n'oublions jamais qu'on doit prendre des mesures à l'heure où on réfléchit aux évolutions. Le coût du désengagement, dont la perte de confiance auprès des dirigeants est un facteur essentiel. C'est pour ça que ces catalyseurs de sortie de crise sont importants à mobiliser maintenant. Merci Bruno pour cette retour d'expérience sur Orange et à l'époque France Télécom. Avant d'ouvrir le débat aux questions, on avait une partie, donc dernière partie. Anne-Lise, si tu veux passer la slide suivante, voilà. Donc là c'est un regard à la fois d'Arnaud, qui est un regard. Alors vous l'avez compris, hein, dans les participants et nos invités, Jean-Claude, Arnaud et Bruno, il y a en schématisant, et on en a parlé un petit peu ensemble avant, et vous m'excuserez de schématiser, mais Jean-Claude a cette approche et cette vision et l'angle social, dialogue social, partenaire, élu, bien sûr, avec l'enquête. Arnaud, l'angle dirigeant, et Bruno, l'angle DRH. Alors, juste avant les questions, Arnaud et Bruno, si vous souhaitez peut-être partager aussi et approfondir la thématique de l'humain et du social, vous le dites, hein, qui est au cœur des transformations, votre point de vue à chacun d'entre vous, et on passe aux questions-réponses. Oui, merci, merci Eric. Et effectivement, on voulait essayer de compléter cette approche par cette notion sur la transformation. La transformation, alors c'est un terme que tout le monde emploie aujourd'hui et qui devient de plus en plus galvaudé. Donc la transformation, c'est pas s'adapter en fait. L'adaptation, c'est un échec de la transformation en fait. C'est un échec dans la vie d'une entreprise. Quand on s'adapte, c'est déjà trop tard. On s'adapte aux autres. On s'adapte au monde qui a évolué et on court derrière. La transformation, c'est précisément une démarche extrêmement construite, professionnelle, qui consiste à essayer d'anticiper les évolutions, de comprendre comment le monde est en train d'évoluer. Et souvent, on dit oui, je me transforme, mais en fait, on ne se transforme pas. On ne se transforme pas. On est en train de bâtir autour du core business de la diversification, de nouvelles choses que l'on va greffer. Ce n'est pas la transformation parce que du coup, on ne touche pas au core business. La transformation, c'est bien celle du core business. Et cette transformation, elle est importante parce qu'il n'y a pas de transformation ou de changement sans acteurs du changement. Les vraies transformations qui ont pu être menées aussi bien vu du côté de Bruno que vu du côté de Jean-Claude, ce sont celles qui, dans les entreprises, embarquaient tout le monde. Je prends vraiment ce mot, c'est vraiment l'empowerment, c'est le fait d'embarquer, c'est le fait de diffuser quelque chose et de faire infuser à l'intérieur d'une entreprise. C'est extrêmement important parce que quand une transformation est complètement top-down avec un cabinet externe qui a fait une étude stratégique qui balance 500 pages et que ces 500 pages sont rebalancées et qu'on dit bon ben voilà vous appliquez, c'est déjà un échec. On est déjà sûr que ça ne marchera jamais. Une vraie transformation, un vrai plan stratégique, c'est comme un budget, c'est fait à partir de tous les maillons de l'entreprise, de tous ceux qui savent, des sachants, c'est-à-dire de ceux qui ont une connaissance. Le sachant, ce n'est pas forcément un directeur. Le sachant, c'est celui qui est au niveau de détail, qui fait qu'il comprend ce qui se passe. Moi, je suis fils de militaire et j'ai toujours eu l'habitude d'entendre mon père dire « la personne la plus importante
sur un porte-avions au moment de l'appontage, c'est celui qui tient l'extincteur. Et ça, il ne faut jamais l'oublier dans les entreprises. On oublie trop souvent ceux qui tiennent les extincteurs et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'on va donner une vision, comment dirais-je, vue d'en haut. Et donc, ce qui est important, c'est que tout le monde doit bâtir cette transformation. Tout le monde doit réfléchir. On ne demande pas d'agir, on demande d'abord de réfléchir avant l'action. Il faut que, par exemple, un top 20, un top 30, un top 50, ça dépend de la taille de l'entreprise, bien évidemment. Ce n'est pas la même chose chez Orange que dans une ETI ou dans une entreprise de 300 personnes. Tout le monde doit se rendre propriétaire d'un certain nombre d'actions, les mener, on doit mesurer et on doit partager ça, c'est-à-dire une notion de feuille de route partagée, une scorecard partagée, un chemin critique qu'on a établi ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est le fait de devenir une organisation apprenante et une organisation agile qui a cette capacité de se remettre en question. Et vous savez, souvent on me dit, mais tu arrives dans une entreprise du jour au lendemain, et puis tu vas comprendre et tout. J'invente rien, je ne suis pas magicien, je m'appuie sur le savoir des gens. Je dis toujours, il faut écouter tout le monde et croire personne, c'est-à-dire que chacun a sa vérité, mais donc a une partie de la vérité, un bout de vérité qui est très utile pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ça ne sert à rien de transformer si on n'a pas compris ce qui se passait. D'où ce que je disais sur le core business, d'accord ? Vous pouvez faire de la diversification si vous êtes dans le secteur automobile, mais si vous continuez à faire des moteurs diesel, vous allez avoir un problème à très brève échéance et généralement plus rapidement que vous ne le pensez. Et donc, ces acteurs du changement sont là pour diffuser, pour faire infuser ça, pour le vendre, entre guillemets, aux différents collaborateurs. Ça signifie que pour mener une transformation, il va falloir aussi s'appuyer sur des valeurs qui doivent représenter l'entreprise. L'entreprise, les entreprises, elles sont un ADN. Et cet ADN, il faut être capable de le respecter. J'avais intitulé de mes livres, quand je m'étais occupé de la rénovation de la salle Pleyel, lieu de modernité. Pourtant, c'était une salle extrêmement contestée à l'époque. Et la modernité, je l'avais définie comme le fait de s'identifier à la pensée de son temps. C'est-à-dire qu'on part d'un ADN, mais on change parce que tout le monde change. Et regardez les grands acteurs de ce monde, les grands acteurs technologiques, digitaux, ils passent leur vie à se réinventer. Et quand tout d'un coup, ils ne se sont pas réinventés et qu'il y a Zoom qui arrive et qui bouscule le petit monde des WhatsApp, Messenger et Google, tout d'un coup, ils sont en train de s'adapter. Google vient de s'adapter à Zoom. C'est ça qui est assez intéressant. Et donc, il faut donner, pour pouvoir réussir une transformation, au-delà de la compréhension du marché, du go-to-market, de l'UX, de cette approche, de l'approche utilisateur, de la transformation digitale, de comprendre qu'on est en train d'évoluer dans un monde qui aime de moins en moins la propriété et qui va de plus en plus vers un monde de l'usage. Au-delà de ça, il faut être capable d'intégrer les grands enjeux de ce monde. Je ne crois plus aux transformations qui ne vont pas intégrer le climat, la biodiversité, le partage de la valeur, le dialogue social. Tout ce qu'on met autour de la RSE, mais sans le côté greenwashing pour se faire plaisir dans les rapports annuels. C'est-à-dire se donner des vraies valeurs et être compatible par rapport à ça. Ce sont des nouvelles priorités. Ce sont des grands enjeux. Et c'est ce qui va permettre à un moment d'avoir une cohérence à 4 niveaux, si vous voulez, au niveau de la gouvernance, au niveau du conseil d'administration d'une entreprise, au niveau du management de cette entreprise, au niveau du CSE avec les élus, parce que les élus, il faut qu'ils comprennent, donc il faut leur expliquer, et ensuite il faut qu'ils aillent vendre aux salariés cette transformation, et bien évidemment au niveau des collaborateurs. Et c'est là où le style de management sera extrêmement important. Dans les moments de crise, on n'attend pas quelque chose de mou. On n'attend pas quelque chose où on ne sait pas ce qu'on va faire, on va essayer de le définir ensemble. Non, on attend un management charismatique. Dans les moments où on veut transformer, on est collaboratif. Dans les moments où on veut faire évoluer des procédures, on est neutre. Et puis, dans des moments où il y a des grands enjeux qui doivent se dessiner et sur lesquels on peut considérer qu'il peut y avoir des incompréhensions ou des polémiques, c'est là où on va être consensuel. Donc, bien évidemment,
sans acteur du changement, la conduite du changement n'est pas possible, mais cela ne peut pas se faire sans les grands enjeux du monde contemporain qui doivent venir influer de façon vertueuse sur ce changement. Merci, merci Arnaud. Dernier point de vue, donc Bruno, avant d'ouvrir aux questions-réponses. Et il y a pas mal de thèmes donc déjà abordés que vous avez aussi déjà évoqués, mais on pourrait y revenir plus précisément. Bruno, toi, ton angle DRH, et je sais que tu as d'ailleurs, c'est dans les questions, hein, tu verras dans les questions, il y a pas mal de questions sur le télétravail, sur l'organisation du travail, sur le management. Ça va me permettre d'aller assez rapidement. Non, ce matin, c'est un thème que j'ai choisi d'isoler pour accompagner, de partager avec vous, pour accompagner vraiment cet enjeu de l'humain et du social au cœur de la sortie de crise, au cœur des nouvelles dynamiques qui s'annoncent. C'est le thème du réengagement. D'abord parce qu'on l'oublie un petit peu, la crise est passée, mais les baromètres des différentes entreprises avant la crise ne montraient pas un niveau d'engagement des collaborateurs, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement élevé. Le mode de fonctionnement des entreprises, le silotage, la multiplication des réorganisations non expliquées avaient créé un terrain, j'allais dire, peu favorable. En tout cas, beaucoup d'entreprises, pas toutes heureusement, constataient un niveau d'engagement qui faiblissait. Donc l'engagement des collaborateurs, leur réengagement, est sans doute en sortie un des grands challenges des DRH. C'est pour ça que c'est celui que j'ai choisi ce matin de développer en quelques minutes de vente. Il y a ce que j'appelle dans les entreprises que j'accompagne aujourd'hui, il y a ce que j'appelle le triptyque du réengagement. En sortie de crise, il y a un premier niveau, il ne faut pas tricher avec, c'est évidemment la réponse à l'urgence, le risque sanitaire, la protection de la santé, mais aussi l'environnement du travail. Il ne faut pas tricher avec ces questions. Alors j'entends beaucoup d'entreprises qui disent « ça y est, c'est derrière nous, on a réussi un nombre d'éléments, on a mis en place ». Oui, mais attention, beaucoup de collaborateurs restent très fragiles. Beaucoup de collaborateurs expriment une vraie angoisse à l'idée de retrouver le lieu de travail. Et donc, tout ça appelle de la part de la fonction RH et des managers une gestion intelligente, bienveillante. C'est loin d'être évident. Et puis, le deuxième élément, attention, cette maladie, ses caractéristiques ne sont pas encore totalement maîtrisées. Le vaccin n'est pas encore là et donc on n'est pas à l'abri non plus d'un risque. Mais c'est le premier message du réengagement, bien évidemment, mais là, tout le monde le sait. Ne trichons pas sur les enjeux du risque sanitaire, de la protection de la santé, sur la qualité des dispositifs qui sont mis en œuvre pour surveiller, superviser un petit peu la façon dont ça se passe. Le deuxième enjeu du réengagement, par rapport aux chocs qu'ont subi les entreprises, par rapport aux réflexions que ça a conduit, aux évolutions qui se profilent, c'est la qualité, la capacité à proposer une vision claire sur la manière dont on va construire la nouvelle étape. J'insiste beaucoup. Les dispositifs d'écoute, les logiques de co-construction, la capacité à présenter l'équilibre des efforts, parce qu'il y aura effort dans beaucoup d'entreprises. La place de la négociation, tout cela va se faire entreprise par entreprise. Chacune des réponses sera singulière. Je l'ai dit, il n'y a rien qui est aussi horripilant que les comportements moutonniers. Pour autant, évidemment, il est important d'enclencher ces processus, repenser le temps de travail, les façons de travailler. Dans les cas les plus difficiles, envisager un plan social. La communication, la pédagogie, tout ça, ce sera clé. Attention, j'ai vu certaines grandes entreprises tomber dans le piège des annonces précipitées, des annonces un petit peu mode, qui obligent ensuite à rétropédaler. Rien n'est pire que le rétropédalage dans ces moments-là. Donc voilà, premier message, être clair sur la nature des mesures qu'on envisage et sur le chemin qu'on va emprunter pour définir, y compris, j'allais dire, en partageant les enjeux, en étant dans une logique de co-construction, définir un petit peu le chemin de ces transformations et des évolutions. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est clair sur la vision qu'on va conduire, sur là où il faut aller, moi, je continue à recommander, c'était dit par Jean-Claude au début de notre échange, je continue à recommander la formalisation de l'ambition que l'on se donne. La formalisation du projet pour demain. On peut l'appeler nouveau contrat social comme on l'a fait à France Télécom. On peut l'appeler pacte social, on peut l'appeler projet d'entreprise. Il faut, quand on s'engage dans une nouvelle façon de travailler, quand on s'engage dans des transformations importantes, quand on reconstruit un outil industriel, quand on redéfinit les termes des espaces de travail, des lieux, du temps de travail, il faut formaliser les enjeux, les garanties, la méthode qui va l'accompagner. Tout ça, c'est des questions absolument clés. Et moi, je recommande vraiment qu'on reformalise les termes du contrat. Vous savez, depuis Rousseau, que ce soit dans la société, dans les couples, dans les entreprises, le contrat, il est souvent implicite. Mais quand on vit des périodes particulières, quand des grandes transformations sont à l'œuvre, il faut réexpliciter les termes du contrat. Ça, c'est un élément absolument clé du contrat de confiance et de ce que je recommande aux entreprises qui veulent bien confiance, car je les accompagne aujourd'hui dans cette période de définition du travail, de mise en œuvre de mesures sociales difficiles.
Le dernier élément, évidemment, c'est que ce triptyque d'engagement, comme je l'appelle, comme je recommande vraiment qu'on le mobilise, il va se décliner à 3 niveaux. Il va y avoir le niveau du salarié, bien sûr. Il faut l'écouter, y compris dans la manière dont il a vécu le confinement. C'est très riche d'enseignement pour réfléchir demain au télétravail. Ne pas confondre et le dire très vite. Travail à domicile en situation d'urgence et demain, nouvelle organisation du travail distribuée, managée en divers lieux. Le domicile, bien sûr, le site traditionnel, mais aussi des tiers qui vont beaucoup se développer de mon point de vue en sortie de crise. On a conduit plusieurs études chez les clients et vraiment, les attentes des salariés dans cette phase de reconstruction, elles passent par 3 grandes catégories. Un temps perdu dans les trajets, c'est personnellement vrai en région Île-de-France, dans les trajets du quotidien. C'est évidemment ce qui motive une aspiration évidemment au temps de travail. Des espaces de travail qu'on va retrouver, mais qui sont mieux adaptés aux activités. Les open space ont créé dans leur mode traditionnel il y a 10 ans des ravages sur le mode de fonctionnement. Oui, on veut des espaces de concentration. Oui, on veut des espaces pour coopérer sur les projets, fonctionner en équipe. Et puis, dernier élément, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai, on est conscient que des efforts sont à réaliser. Mais face à ces efforts, assurons-nous que tout a bien été, les solutions alternatives à la suppression, à la remise en cause du contrat de travail ont bien été identifiées et l'équilibre des efforts sera une question clé. Et en particulier, j'allais dire, sur les plans sociaux, il faudra veiller à faire la démonstration, encore une fois, qu'ils ont été appropriés et adaptés aux enjeux. La deuxième cible, c'est le management. Je n'insiste pas, mais relisez tous vos baromètres, toutes les enquêtes, elles sont nombreuses. Les managers sont rentrés dans la crise souvent limite de l'épuisement, suite à des multiples réorganisations, les logiques top-down dont parlait à l'instant Arnaud, tout ça profondément fatigué, usé la ligne managériale. Attention, en sortie de crise, il y aura 2 comportements. Il y aura les logiques de multiplication des reporting, de la réassurance à coup de reporting, de contrôle. Et puis ceux qui, au contraire, joueront la confiance, l'agilité, la marge de manœuvre donnée au management, notamment au management de proximité, c'est évidemment les seconds qui sont gagnants. Et puis pour tous les managers, il faudra apprendre à manager à distance, bien sûr, mais surtout à manager des équipes qui fonctionnent en mode asynchrone. Ça va être complet, c'est quelque chose de nouveau sur lequel il faut évidemment avancer et avancer vite, y compris dans la bonne gestion du télétravail, du travail à distance. Voilà, c'est toutes ces compétences-là qu'il va falloir travailler, accompagner du point de vue des managers. Et puis les partenaires sociaux, je conclus par eux, ce n'est pas un hasard. Eux sont secoués. Eux aussi ont dû prendre des responsabilités lourdes. Ce n'est pas évident de signer un document dans un protocole de reprise. On dit oui, je garantis sur une maladie inconnue, très stable, je garantis que l'entreprise a bien mis en place les mesures nécessaires à la protection des collègues. C'est une grande responsabilité. Ne l'oublions pas, ne tournons pas la page trop vite de leur responsabilité. Ne sous-estimons pas leur rôle. Ne désespérons pas de leur posture d'avant-crise. Ils sont souvent capables, en situation d'urgence et de crise, d'évoluer dans leur posture, dans leur comportement. On aura besoin d'eux pour les nouveaux accords télétravail, pour gérer les nouveaux phases de travail. Bref, ils sont un facteur déterminant du re-engagement. Voilà ce que j'avais à partager à la volée, si je puis dire, ce matin sur ce fabuleux enjeu du re-engagement en sortie de crise. Merci Bruno, merci à vous. Alors déjà, un grand merci parce que vous avez tenu le timing et on est vraiment très bien par rapport aux questions maintenant et réponses. C'est aussi la richesse du webinaire, ce n'est pas juste de faire du top-down, c'est aussi de partager et de rebondir sur des questions. Alors, il y a une première question peut-être pour Jean-Claude. Alors, il y a eu plusieurs questions, mais il y a un thème qui revient, c'est le dialogue social ou comment réinventer le dialogue social. Est-ce qu'il faut revoir les règles de fonctionnement? Est-ce qu'il faut revoir les rythmes de rencontre? Voilà, Jean-Claude, tu as une question là qui est à la fois technique et peut-être long terme et court terme. Alors, ça a été abordé tout à l'heure par Bruno et aussi par Arnaud. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une période extrêmement difficile où il y a plusieurs catégories de personnel. Il y a ceux qui ont continué à travailler, il y a ceux qui ont été, je dirais, mis en arrêt maladie pour garder les enfants, mais aussi souvent pour des questions de maladie eux-mêmes, puisque il ne faut pas oublier, par exemple, dans notre étude, on a montré que 8% des élus du personnel avaient eu un proche ou un salarié dans l'entreprise qui est décédé, donc qui a été touché directement. Donc, il y a eu des facteurs de vulnérabilité et
antérieurs à la crise et des facteurs de vulnérabilité qui ont été créés par la crise. Et ça a été dit, ça a été évoqué, il faut tenir compte de cette situation lorsqu'on reprend le travail. Il faut savoir écouter, faire preuve d'empathie, faire preuve pour les dirigeants parfois de compassion pour vraiment permettre aux gens de s'exprimer. Il faut savoir que, bon, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais les émotions, c'est ce qui est essentiel. On commence à ressentir et après, simplement, on pense. On ressent avec notre cerveau limbique et on pense avec notre néocortex. Et les émotions sont le lubrifiant de la réflexion. Donc, cette partie-là est souvent négligée. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, bah, vous reprenez, voilà, comme si les gens n'avaient pas vécu une épreuve quand même séculaire qui n'a jamais, dont il faut tenir compte si on veut véritablement avoir la possibilité de réengager tout le monde. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est sur le fond. Donc, après, on n'est pas tous à égalité devant cette crise. Certains ont vécu cela plutôt de manière un peu joyeuse, étant heureux d'être confinés. Et là encore, il faut faire attention sur les risques du télétravail. Moi, je me suis beaucoup exprimé là-dessus. Je n'y reviens pas, mais le télétravail, au-delà de 2 jours par semaine, c'est un piège pour les salariés comme pour les entreprises. Et on en parlera peut-être dans le débat. Après, sur les questions de dialogue social, aujourd'hui, la réglementation, elle est celle qui a été imposée par le décret, c'est-à-dire au niveau plus particulièrement de l'information-consultation. Bon, je crois que ça ne tiendra pas très longtemps. Il y a de multiples recours juridiques pour essayer de faire, je dirais, en sorte que cette mesure trop restrictive tombe. Sinon, bon, de toute façon, les élus du personnel qui veulent être consultés, il suffit simplement qu'ils se réunissent tous ensemble et le dialogue, il se fera. S'ils sont unis, ils sont, je dirais, quelque part incontournables pour leur direction. Voilà, donc l'idée, c'est l'unité pour avoir un débat de fond responsable. Je ne reviens pas à ce qu'a dit Arnaud, ce qu'a dit Bruno. Très, très clair. Merci Jean-Claude. Alors Anne-Lise, je sais que alors Anne-Lise qu'on ne voit plus, mais voilà, déjà qu'on peut remercier aussi vivement et applaudir, parce que c'est aussi grâce à Anne-Lise qu'on a réussi à créer toute cette technique logistique et organisation de webinaire. Donc merci. Quelques questions, je crois, une pour Arnaud, une pour Bruno, c'est ça? Oui, alors il y a pas mal de questions. Première, pensez-vous que la situation actuelle est assez grave pour engager des changements profonds dans nos sociétés, nos services publics et nos entreprises? Alors, décentralisation, intervention au capital avec objectif projet RSE, mutualisation des services. Très bien. Donc peut-être encore les moyens de rester autonomiste. Tu veux peut-être démarrer, Arnaud, sur la partie capitale. Si vous voulez, il y a eu des débats et qui sont pour moi des faux débats ou des débats très dangereux sur le fait que l'urgence nécessitait de ne plus s'occuper des grandes préoccupations climatiques ou autres. C'est bien évidemment une erreur. Il y a aujourd'hui un afflux d'argent comme il n'y a jamais eu dans une situation de crise. En tout cas, en 2008, je peux vous dire que le problème, c'était la liquidité. Là, il n'y a pas de problème de liquidité. À partir de ce moment, puisqu'il y a de l'argent, ça doit être de l'argent et de l'argent de la puissance publique, donc nos impôts, d'accord, ou plus exactement les impôts des générations d'après, puisque à partir du moment où c'est une dette, je vous rappelle que c'est un étalement de charge dans le temps, c'est-à-dire que nous ne finançons pas aujourd'hui, nous ferons financer demain par nos enfants. Donc à partir du moment où c'est de l'argent public, il doit y avoir une responsabilité par rapport à cet argent public. On ne peut pas investir dans des entreprises qui seraient dans la négation du dialogue social. On ne peut pas investir dans des entreprises qui se moqueraient complètement du climat ou de la biodiversité. Alors, méfions-nous des côtés, je dirais, peut-être parisiens de ces discours de bonne conscience de greenwashing. Quand on travaille dans l'agroalimentaire, la biodiversité ou le climat, ça a une vraie signification. Quand on travaille dans l'industrie, ça a une vraie signification. Et donc, non, justement, ne repoussons pas. C'est maintenant ou jamais où on va pouvoir trouver les moyens de financer ça.
Moi, je suis membre de différents think tanks auxquels je participe. En tout cas, deux principaux. Un sur l'ARE, qui est l'Association pour le retournement d'entreprise, où on réfléchit justement comment reconvertir ces PGE, puisqu'il faudra en faire pour beaucoup des fonds propres ou des quasi-fonds propres, ou un autre think tank où on essaye d'envisager la création d'un fonds qui a un véritable impact, en fait, qui soit un fonds avec des valeurs. Il faut aller soutenir des entreprises qui ont des valeurs, ou si elles ne les ont pas encore, il faut aller financer ça. Donc c'est oui, maintenant ou jamais, parce que c'est aussi aujourd'hui où il y en a eu pour tout le monde, mais c'est la première phase. La deuxième phase, elle est devant nous et elle va demander les 2/3 du financement. Et là, autant il était légitime, le financement qu'on a eu de la destruction de valeur par de la dette est inepte sur le plan financier, mais c'était pratique sur le plan de la mise en œuvre. Bien évidemment, ça devrait être indemnitaire. Mais les futurs financements dont on aura besoin pour la relance et la transformation, ça devrait être des financements à impact, comme on dit, et ces financements devront s'assurer, surtout s'ils sont en fonds propres, en quasi-fonds propres, qu'effectivement, on a des entreprises qui sont respectueuses de tout ça et d'un certain nombre de critères, on va dire de RSE au sens général, sans utiliser de termes galvaudés. Merci Arnaud. Alors, il y a une question peut-être pour vous trois, ou à vous de voir qui souhaite y répondre, sur les générations ou les jeunes générations et le réengagement des jeunes aujourd'hui par rapport à cette crise. Il y a un vrai sujet, je ne sais pas si c'est Bruno ou Arnaud ou Jean-Claude ou tous les trois, mais le sujet des jeunes semble être aussi une question importante. Simplement un mot là-dessus. Nous, dans l'étude que nous avons menée, on a questionné les jeunes. Et les jeunes étaient, peut-être parce qu'ils ont été avec un sentiment d'être épargnés par la crise sanitaire, ils ont été extrêmement critiques sur les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de soutien. Ils étaient beaucoup plus critiques que les gens plus avancés en âge, plus critiques sur le soutien à la trésorerie, plus critiques sur le confinement. Mais quand je dis plus, c'est vraiment avec un écart important. Il y avait vraiment une génération, la nouvelle génération qui était vraiment à dissocier du reste de la population que nous avons questionné. Et ça m'a quelque part interrogé par rapport à l'avenir, parce qu'on voit effectivement que les jeunes sont beaucoup plus exigeants. C'est une question Je rebondis sur ce que dit Jean-Claude, si tu le permets, vas-y. pour dire que les études montrent que les millennials ne sont pas très à l'aise en télétravail. Vous savez, quand j'ai remis à la ministre, il y a 4 ans, là, le premier rapport sur le numérique et travail, c'est la première fois que les partenaires sociaux dans ce pilier étaient invités à donner leur avis sur l'impact de la transformation numérique de l'EF à la CGT. On avait croisé leur regard. Et ce rapport que j'avais remis à la ministre montrait bien qu'en permanence, on aura des enjeux de transformation numérique qui va s'accélérer. C'est une grande conséquence de la crise, c'est l'accélération de la transformation numérique en démontrant des possibilités qu'on ne pensait pas possibles dans le secteur économique traditionnel. Mais les jeunes, par exemple, sont extrêmement attentifs à l'équilibre vie privée et professionnelle. Et donc, c'est vrai que beaucoup des milléniaux n'ont pas été à l'aise de se retrouver en situation de télétravail. Voilà, ça c'est un premier élément factuel. Il faudra évidemment intégrer les dynamiques qui sont à l'œuvre. Et plus généralement, je le redis avec beaucoup de conviction, parce que c'est une des questions sur les positions de sortie de crise, attention, la transformation numérique, c'est en permanence des opportunités fantastiques pour repenser l'entreprise, y compris par rapport à son mode de fonctionnement traditionnel. Et là, les jeunes, clairement, en support. Mais c'est aussi des risques considérables qu'il faut aussi appréhender avec la même énergie que celle que l'on met à saisir ces opportunités. Et donc, les millennials sont bien dans cette logique-là, également des enjeux de la sortie de crise, qui est l'accélération de la transformation numérique, avec l'exemple du télétravail, mais pas que. Il y a toute l'accélération d'un certain nombre de processatisations qui est à l'œuvre d'IA, etc. Tous ces enjeux-là qu'on va retrouver en sortie de crise supposent qu'on soit capable d'adresser avec la même énergie, la même détermination, formidables opportunités, mais les très importants du numérique. Et évidemment, les jeunes, ils sont très, très sensibles. C'est une question, Arnaud, pour toi, qui est posée directement. Arnaud, regarde, la question est, ne pensez-vous pas que dans l'empowerment, il convient à Arnaud de veiller comme le lait sur le feu à l'engagement des jeunes et nouvelles générations qui feront demain? C'est pour toi, ça. Oui, alors du coup, ça va me permettre de répondre également à la précédente question. Les générations Z qui arrivent, celles qui sont nées à partir de 97, à la différence des générations X, sont extrêmement différentes et sont
très tournés par le sens donné à l'action, c'est-à-dire le bien, pas bien. Et à un moment, si l'éthique de la société ne leur convient pas, ils quitteront ces entreprises, alors qu'ils peuvent être des collaborateurs très engagés. Je vous invite à lire l'article du Figaro de ce jour sur les entreprises américaines qui ont apporté leur soutien au mouvement antiraciste. Vous aurez une idée de ce côté militant d'un certain nombre d'entreprises. Mouvement qui est repris par le hashtag Blackout Tuesday d'hier. C'est quand même 25 millions sur Instagram où plutôt des jeunes ou la population d'Instagram, donc qui est quand même un peu assez jeune, a mis un carré noir sur son profil Facebook ou Instagram en guise de protestation. C'est-à-dire qu'on est avec des gens qui sont militants par rapport à ça. Sur l'empowerment, c'est strictement la même chose. C'est-à-dire que vous ne ferez jamais soutenir un projet s'il n'est pas éthique, s'il n'est pas cohérent et si, à côté de ça, on n'est pas dans ces grandes valeurs de partage de la valeur ou de ces grands enjeux autour de nous. Embarquer les gens, c'est les embarquer sur une même philosophie qui doit être aussi une philosophie partagée. J'ai terminé tout à l'heure mon intervention en disant attention, le management doit s'adapter aux différentes situations et il y a des moments où il faut être effectivement dans le consensus. Et quand on veut refaire en fond, de façon profonde, une entreprise, la faire évoluer dans son modèle, ce qui aura des conséquences sociales, ces conséquences sociales seront acceptées si à un moment, tout le monde a le sentiment que l'on fait quelque chose de juste. C'est la seule condition pour embarquer les gens. C'est la seule condition pour être cohérent dans l'empowerment. Et sinon, les transformations ne réussissent pas, échouent, et ça signifie que l'entreprise se retrouve elle-même en difficulté. Merci. Il est 57, il nous reste 3 minutes si on veut respecter. Alors après, on peut, pour certains peut-être… passer un peu. Hein. Mais une question, je crois, Anne-Lise. Alors, on a plusieurs personnes qui ont posé une question sur le télétravail. Par suite du confinement et du télétravail, beaucoup de personnes ne souhaitent plus revenir forcément dans l'entreprise. Ils souhaitent même également déserter les grandes villes. Que dire ou comment agir pour remotiver les équipes pour revenir sur site et pour rester en entreprise? Moi, je veux bien initier un début de réponse. Je le disais tout à l'heure, ce qui est clé évidemment dans ces situations-là et face à ces difficultés qui sont souvent lourdes chez certains collaborateurs, c'est évidemment ce que je disais tout à l'heure sur le réengagement. J'insistais justement sur la qualité, l'urgence évidemment de la qualité des mesures qui ont été prises. Sur les orientations du management et du management de proximité, il faut être évidemment dans ces moments-là qui sont très particuliers, dans la bienveillance, il faut toujours l'être bien sûr, mais particulièrement au moment comme cela pour accompagner ces situations de collaborateurs, plus nombreux qu'on ne le croit, qui ont une vraie difficulté, pour ne pas dire un blocage à l'idée de retrouver le lieu de travail. Alors je pense que ça va tomber, mais là encore, il faut intégrer évidemment ces situations-là avec beaucoup de bienveillance, d'écoute et en même temps de sérieux dans la manière dont on réorganise les espaces de travail. Ensuite, sur le télétravail, moi, je n'ai que 2-3 messages clés. Je souscris à ce que dit Jean-Claude. Ne passons pas d'un obstacle qui est une crispation du management traditionnel sur le terme « je perds le contrôle physique, donc la productivité va s'effondrer de mes collaborateurs », à l'autre bande balancier qu'on voit s'esquisser du tout télétravail. Le télétravail en situation de confinement et d'urgence a remarquablement fonctionné parce qu'il y a eu beaucoup d'agilité et les DG eux-mêmes ont été surpris de voir que 80% des collaborateurs pouvaient basculer rapidement dans une situation de télétravail. C'était une découverte générale. De là à dire qu'on a fondé un nouveau mode d'organisation du travail, ce serait absurde. Le travail qui est maintenant, c'est comment intégrer ces nouvelles formes de travail dans un ensemble conçu à partir des métiers, des activités qui sont différenciées, avec du présentiel, avec du travail en tiers-lieu. Je pense qu'une des réponses de RSE entre le tout sur place dans les sièges et puis le tout télétravail à la maison, c'est effectivement ces tiers-lieux qui sont appelés à se développer, en tout cas on y travaille avec beaucoup d'entreprises, pour être des réponses intermédiaires où il y a un collectif qui existe, sans être forcément obligé de faire tous les jours le trajet à domicile. Je ne veux pas développer plus longtemps, réfléchir aux espaces de travail. Encore une fois, il nous faut repenser le télétravail, manager, penser de demain, qui n'est pas le télétravail situation de confinement.
Je rajouterais simplement à ce qu'a dit Bruno, que je partage totalement, c'est qu'il faudra analyser les variables du télétravail avant crise, pendant la crise et après la crise ne sont pas les mêmes. Avant la crise, il y avait 1,7 million de personnes qui, en France, télétravaillaient, essentiellement des cadres. Avec la crise, on est passé de 1,7 million à plus de 5 millions. On a multiplié par 3 avec un effet d'apprentissage massif, mais aussi, je dirais, des conditions de travail parfois très difficiles parce qu'on a basculé sans préparation. Pour la suite, alors, il faut vraiment faire attention, c'est que toutes les études montrent que les gens qui sont trop longtemps loin, je dirais, du cœur de l'entreprise, du lieu de travail, peuvent s'appauvrir et donc, parce qu'ils ne sont pas sous perfusion, même une perfusion inconsciente du flux d'informations qu'il y a dans les entreprises, ils ne sont pas forcément, je dirais, conscients de cela, mais c'est essentiel. Et donc, les gens qui s'appauvrissent, avec le délitement du lien social, en général, au bout de 2 ans, quittent l'entreprise. Et donc ça, il faut le savoir, c'est un risque que l'on prend si on est trop éloigné. Une étude qui vient de sortir en Chine a montré que le télétravail permettait une meilleure productivité au départ. Après, la productivité, elle chute. Mais elle montre aussi que même ceux qui étaient au départ en productivité accrue ne bénéficiaient pas de la même promotion que ceux qui étaient en présentiel. Loin du cœur, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Donc attention, il y a des risques qui sont liés au télétravail, ce n'est pas la solution, la panacée. Il faut avoir une situation hybride. C'est pour ça que moi je dis 2 jours, c'est très bien. Ça permet de bénéficier de tous les avantages du télétravail en matière d'empreinte carbone, en matière de concentration, de gestion, y compris des autres activités plus facilement, hein, en particulier pour les femmes qui sont malheureusement encore aujourd'hui les plus en charge des enfants. Mais attention à ne pas être victime de cette mesure qui peut conduire à se détacher du peloton de l'entreprise et à quitter l'entreprise. Et pour les entreprises, c'est la même chose. On a une perte de créativité lorsqu'on est trop longtemps en télétravail. C'est évident, ça a été démontré. Il y a des choses qui se font quand les êtres humains sont en présence qu'on perd quand on est avec un rituel électronique à distance. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas avoir ce rituel. Je suis tout à fait favorable à ça et ça a permis de maintenir, je dirais, l'activité. Mais il faut mixer les choses si on ne veut pas se retrouver avec des lendemains qui déchantent. Et enfin, dernière chose, le télétravail, il faut le dire, peut aboutir à une régression pour les salariés parce que quand demain tout le monde sera soi-disant en télétravail, comment on va apprécier l'activité? On va revenir à ce que j'appelle la tâcheronisation, c'est-à-dire le fait qu'on sera analysé essentiellement sur ce qu'on aura livré. Ce qui est quand même assez regrettable du point de vue social parce que ça nous renvoie à un siècle en arrière où en fait nos ancêtres fabriquaient des objets et ils étaient payés aux objets. Moi, je viens des Vosges, je donne souvent cet exemple. Dans les Vosges, mes grands-parents, enfin mes parents italiens, je suis d'origine sicilienne, eh bien, fabriquer des chaises, on leur apportait le rotin et le bois le lundi, on venait récupérer les chaises le vendredi. Les chaises qui étaient bancales n'étaient pas payées. Vous voyez, donc la mensualisation a permis la prévoyance, la retraite, etc. Donc attention à ce que l'on veut faire. Et dernière chose importante, le télétravail peut favoriser des délocalisations massives d'emplois, en particulier dans les tertiaires. Tous les scientifiques le disent. Regardez l'étude qu'a publiée Mood, qui est vice-président de l'Université de Dauphine, qui est un ami, qui montre que le risque de délocalisation est accentué aujourd'hui et on risque de perdre beaucoup d'emplois. Donc, attention, mesure, il faut bénéficier de l'avantage du télétravail sans s'exposer à des risques accrus sur le long terme. Merci beaucoup. Ce que je vous propose peut-être, c'est de conclure en quelques mots. Bruno, Arnaud, Jean-Claude, il y a une multitude de questions, donc je pense qu'il nous faut aussi peut-être respecter le timing de 13 heures. Mais sachez qu'il y a pas mal de sujets encore sur la confiance, le thème de la confiance entre les élus, les collaborateurs, le management. Il y a des sujets peut-on se prêter des collaborateurs en temps de crise et éviter qu'une société potentiellement soit en difficulté. Bien sûr, encore des jeunes. Le télétravail, on vient d'en parler. Voilà, donc s'il y avait une conclusion, peut-être chacun d'entre vous, et on pourra donc s'arrêter là. Je commence peut-être. Vas-y.
Bon, moi, ce que je dirais simplement, c'est que dans une entité quelconque, une entreprise, même y compris dans le service public, il faut permettre de mobiliser tous les cerveaux. Je dirais, il y a une grande aberration aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'il y a ceux qui pensent et il y a ceux qui exécutent. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer avec ce je dirais, taylorisme. Il faut vraiment revenir à faire en sorte, ce qui a été dit d'une autre manière par Bruno et par Arnaud, c'est-à-dire à réenclencher le mécanisme des intelligences collectives par la contribution individuelle de chacun. Et ça, c'est fondamental. Et ça ne peut pas se faire si on n'est pas capable d'écouter, d'entendre, de négocier aussi, parce que pour pouvoir mobiliser, il faut donner une vision, donner des perspectives, permettre à chacun de se projeter, permettre à chacun, en se projetant, d'apporter, je dirais, ce qu'il est, ce qu'il peut donner. Donc, mobiliser tous les cerveaux dans une chorégraphie, et le chef d'orchestre de cela, c'est le chef d'entreprise, les managers qui doivent permettre de s'effacer, même s'ils jouent des instruments, au profit, je dirais, de ceux qu'ils veulent mobiliser. Et ça veut dire effectivement tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire vraiment permettre de donner l'oxygène de la compréhension, l'oxygène de l'échange, l'oxygène du partage, et parler à plusieurs voix pour rassurer tout le monde et emmener tout le monde vers ce challenge qui est comment on dure, comment on se réinvente, comment on fait face à toutes ces difficultés, comment on peut, y compris bien considérer, leur donner, parce qu'il y aura des licenciements, et moi je pense à ceux qui vont perdre leur emploi, comment on permet aussi à ceux qui partent de partir dans de bonnes conditions. Voilà. Merci Jean-Claude. Arnaud, Bruno, le mot de la fin. Bruno, vas-y. Oui, moi je voulais simplement redire ici, c'est que quand j'ai quitté la DRH de France Télécom, j'ai réuni les partenaires sociaux, j'ai réuni toute l'équipe. On avait un sentiment d'une incroyable capacité à transformer les choses et à travers tout ce qu'on s'est dit cet après-midi, reconstruire une entreprise dans le bon sens. Et je leur dis, vous savez, je n'ai qu'un seul mot. On a une crise très grave et donc on a été collectivement intelligent. Cette crise a confirmé la capacité massive des entreprises à être intelligentes, à être agiles dans les situations de crise. Le sujet qu'on a, c'est comment rester collectivement innovant et intelligent le plus longtemps possible pour repenser ce qui doit l'être, reconstruire ce qui doit l'être, adapter ce qui doit l'être. Voilà, c'est ça le message cœur. Restons intelligents, les dynamiques issues de cette crise le plus longtemps possible et écartons les logiques de court terme, les logiques de reproduction des raisonnements d'avant-crise, les logiques des réponses dogmatiques construites à quelques-uns là-haut avec un cabinet anglo-saxon qui vous pond 500 pages. Non, ça, c'est ça qu'il ne faut surtout pas faire. Merci. Pour conclure, moi je dirais deux choses. C'est qu'il y a une grande inconnue, c'est l'intensité de la demande post-crise. C'est-à-dire, on va mettre combien de temps pour trouver le niveau normatif que l'on avait. Et souvenez-vous dans quel monde on était. On était quand même dans un monde où il y avait de la croissance, le chômage était en train d'atteindre un taux historiquement bas dans notre pays, parce que 7% dans notre pays, c'est très très faible, c'est le plein emploi en fait, ça masquait le plein emploi sur beaucoup de catégories. Et deuxième chose, donc on ne sait pas combien de temps on va mettre pour retrouver ce niveau. Et deuxième chose, les entreprises qui étaient fragiles avant seront encore plus fragilisées. Donc il faut s'attendre, et ce n'est pas d'être oiseau de mauvais augure, il faut s'attendre à une vague importante de faillites. D'abord, chaque année, même quand ça va bien, là, on avait le niveau historiquement bas, c'était pas loin de 50 000 faillites. Donc, il faut s'attendre à ça. Il va y avoir des faillites. Simplement, la différence, c'est qu'avant, on essayait de tirer sur les délais et de plus en plus et de traiter les entreprises au tribunal de commerce en laissant beaucoup de temps pour essayer de trouver des solutions le plus de temps possible. Là, on va aller vers des procédures type Chapter 11 à l'anglo-saxonne. Je dépose le bilan, je suis repris dans la foulée. Ça va faire une cascade de défauts de paiement parce que des créanciers ne vont pas encaisser ce qu'ils auront. Beaucoup, il y a un changement de propriété d'entreprise. Ça signifie qu'on va être dans des temps de haute mer, dans des temps très perturbés pour les salariés, pour les patrons aussi. Il ne faut pas les opposer. Les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, ils sont dans le même bain que leurs salariés. Et il faut vraiment avoir conscience de ça. Donc, il va falloir de l'agilité. C'est vraiment le maître mot. Pourquoi ? Parce que tout le monde se retrouve sur la même ligne de départ au même moment. Et tout le monde ne va pas franchir les mêmes lignes d'arrivée, tout le monde ne va pas aller à la même vitesse. Et il va falloir lutter contre cette vitesse de détérioration des modèles économiques qui n'étaient pas des modèles assez solides
d'avant-crise. La crise, on l'a dit, ça va être un révélateur de faiblesse. Et c'est là où on a besoin vraiment, pour accélérer le changement, de comprendre que le changement n'est plus une option et qu'il faut le mettre en place. C'est d'ailleurs là, certainement, où ce sera plus facile de faire passer le changement maintenant que ce n'était peut-être il y a quelques mois. Merci beaucoup. Le changement n'est plus une option. C'était un plaisir de vous avoir autour de ce webinaire. Jean-Claude, Arnaud, Bruno, merci. Merci Anne-Lise, en charge notamment du marketing des événements donc chez Delville Management. À Bernard Michel, avec qui on a co-construit et travaillé pour préparer ce webinaire, donc, qui représente au sein de Delville donc, notamment toutes les fonctions RH qu'on peut mener en termes de mission de transition. Bonne journée, bonne fin de journée et à très vite sur nos ondes, puisqu'un prochain webinaire a lieu prochainement avec notre président Patrick Abadi. Merci. Merci. Merci à vous. Bien, Au revoir. merci. Merci, au revoir.